Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop, le magazine polémique et positif. Cette semaine, je vous emmène en Pologne, en Italie et ici à Paris. En Pologne, où le gouvernement a baissé l'âge du départ à la retraite, une mesure à contre-courant du reste de l'Europe. Nous ouvrirons ensuite notre dossier de la semaine sur les banques. Ont-elles tiré les leçons de la crise de 2008 ? Vox Pop a enquêté en Italie, où la Monte dei Paschi di Siena, la plus vieille banque du monde, est au bord de la faillite. C'est comme un enfant qui, pour cacher à ses parents qu'il a fait une petite bêtise, brûle la maison tout entière. C'est ce qui s'est passé avec Monte dei Paschi. Pourquoi les banques continuent-elles à accumuler les créances douteuses ? J'ai posé la question à l'économiste française Anne-Laure Delatte, spécialiste des crises financières. Bonjour. Et pour commencer cette émission, comme chaque semaine, un sujet qui fait débat quelque part en Europe. Direction la Pologne, où le gouvernement nationaliste, ultra-conservateur, a décidé d'avancer l'âge du départ en retraite, tout le contraire des autres pays européens. J'ai rendez-vous avec notre correspondante. Salut John Paul. Bonjour Maya. Ça va ? Ouais, ça va bien. Dis donc, je suis étonné. Alors en Pologne, c'est totalement le contraire de ce que font les autres pays. Oui, dans la majorité des pays européens, l'âge moyen de la retraite se situe autour de 65 ans. Et en Pologne, c'est la dynamique inverse. On baisse l'âge de la retraite. Bon, on regarde tout de suite et on se retrouve après. Dans cet atelier de l'Ouest polonais, les salariés sont ravis. Les femmes pourront désormais partir à la retraite à 60 ans, les hommes à 65 au lieu de 67 ans. Eva pensait être ici jusqu'en 2026, elle partira finalement dans 2 ans. C'est une formidable nouvelle, formidable. En parlant avec toutes mes copines ici, nous sommes toutes très contentes, car nous sommes payés en fonction du nombre de pièces produites. Chaque zloty est durement gagné, et avec l'âge, c'est de plus en plus compliqué. La pension minimale a aussi été augmentée de 27 €, passant à 230 € par mois. Comme ces couturières, 200 à 300 000 personnes sont concernées par cette nouvelle loi. En Pologne, l'âge de la retraite a été augmenté en 2012 par le précédent gouvernement pour pallier au manque de main-d'œuvre et répondre au vieillissement de la population. À l'époque, cette mesure avait déclenché des manifestations monstres. Devant cette impopularité, le Parti conservateur Droit et Justice avait fait de l'abrogation de cette loi une promesse de campagne en 2015. Mais selon ce professeur en économie, le gouvernement va aujourd'hui droit dans le mur. Cette décision a été prise sans réfléchir aux conséquences à long terme. Comme partout en Europe, la société polonaise est une société vieillissante. Ce phénomène s'amplifie chez nous car nous sommes un pays d'émigration et non d'immigration. Ce sont surtout les jeunes qui émigrent. Le phénomène est très simple. Le fossé entre la population active et celle qui prend sa retraite se creuse de plus en plus. Selon lui, les finances du pays sont en danger. Avec un des taux de fécondité les plus bas d'Europe, 1,32 enfants par femme, les générations futures ne pourront pas payer les pensions. D'autant plus que le nombre de retraités sera multiplié par 3 d'ici 2050. Alors comment le gouvernement compte-t-il financer sa réforme ? Réponse embarrassée de cette députée du parti au pouvoir, qui a pourtant participé à la rédaction de la nouvelle loi. Certaines entreprises fraudent à la TVA. Nous allons les obliger à payer. Et ça concerne combien d'entreprises ? Je ne suis pas capable de vous donner le chiffre exact. Les retraites coûteront à l'État 9 milliards d'euros entre 2016 et 2019. Rien n'a été budgété au-delà. L'opposition crie au scandale. C'est une démarche populiste qui a pour but de garantir l'appui des électeurs. Dans un système de prévision de retraite viable, normalement, il faut calculer les budgets sur 20 ans, pas sur 4. Cette loi sur les retraites s'inscrit dans une politique de dépenses publiques sans précédent en Pologne. Les réformes sociales coûteront en 2017 près de 6 milliards d'euros.
donc je comprends mieux, Maya. Donc en fait, c'est une mesure qui est plus électoraliste, c'est ça, que économique. Alors oui, effectivement, même le parti Droit et Justice, les conservateurs au pouvoir, comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette nouvelle loi qu'ils ont votée. Et le ministre de la Famille lui-même a déconseillé aux Polonais de partir à la retraite à l'âge indiqué. Il les a incités à travailler plus, car la retraite moyenne en Pologne est très modeste. En fait, pour 2016, elle était autour de 2000 zlotys, ce qui fait un peu moins de 500 euros. D'accord, mais visiblement, il y a un problème de financement de cette mesure. Oui, alors parce que le vrai problème en Pologne, c'est une crise démographique. Et une crise démographique très importante. Imaginez qu'il y a 40 ans, il y avait 10 enfants pour un retraité. Aujourd'hui, il n'y a même pas un enfant pour un retraité. Donc vraiment, la question se pose, qui va payer ces retraites? Bon, tu prends ta retraite à quel âge, toi, Maya, tu sais? Aujourd'hui, Ouais, j'ai pas envie d'y penser. ça m'étonne pas. Hé, pense à l'avenir, Maya. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. À suivre dans Vox Pop, l'État italien au secours de ses banques et une rencontre avec Anne-Laure Delatte, économiste, spécialiste des crises financières et de la zone euro. Banque, qui doit les aider? C'est le dossier de Vox Pop. Nous ouvrons encore cette semaine un dossier polémique sur les banques. Entre 2008 et 2011, l'Europe a approuvé 4 500 milliards d'euros d'aide pour sauver les banques, ce qui représente 37% du PIB de l'Union. Ces mesures ont largement pesé sur les contribuables et grévé les finances publiques. Et les banques ont-elles changé leurs pratiques? Certaines sont toujours minées par des crédits douteux. Alors, dans ce cas-là, qui doit payer? L'État? Les actionnaires? Les petits épargnants? Pour ouvrir le débat, notre partenaire News République vous a posé une question. Pensez-vous que les banques ont tiré des leçons des crises, notamment celle des subprimes de 2008, et prennent aujourd'hui moins de risques? Vous avez été près de 14 500 Européens à répondre, et c'est non à 81%. Alors, les banques de nos voisins européens sont-elles vertueuses? On va voir ça avec nos correspondants. En Allemagne, c'est un géant au pied d'argile. La Deutsche Bank, qui vient d'être condamnée par les États-Unis à une amende record de 6,9 milliards d'euros pour son rôle dans la crise des subprimes, croule sous 200 à 400 milliards d'actifs toxiques. Depuis des mois, des rumeurs d'un renflouement de la première banque allemande par l'État gonflent, malgré les démentis de la chancelière Angela Merkel. Ce ne serait pourtant pas une première. Durant la crise, 236 milliards d'euros ont été débloqués pour renflouer des banques régionales, Hypo-Real ou Commerzbank notamment. Personne n'imagine une faillite de la Deutsche Bank. Son bilan équivaut à 58% du PIB allemand. Elle emploie 46 000 salariés en Allemagne sur un total mondial de 100 000 collaborateurs. Mais la facture d'un renflouement pourrait flirter avec les 100 milliards d'euros. Aux Pays-Bas, les employés du secteur bancaire, soit 90 000 personnes, doivent maintenant prêter le serment des banquiers, jurer qu'ils exerceront leur métier avec honnêteté. Une obligation visant à moraliser la finance, car les banques hollandaises ont eu la folie des grandeurs. Avec 650 milliards de crédits cumulés, l'équivalent du PNB néerlandais, les Pays-Bas étaient un des pays de la zone euro le plus exposé à la crise des subprimes. À partir de 2008, l'État a nationalisé 3 des plus grands établissements, ABN pour 22 milliards d'euros, SNS pour 10 milliards et ASR. Il a ensuite injecté 20 milliards d'euros dans un plan de sauvetage d'ING, entraînant une vague d'austérité sans précédent. Le gouvernement a coupé 6 milliards dans son budget, les administrations locales ont provisionné 1,5 milliard. Une véritable purge pour les citoyens qui ont accueilli avec circonspection le serment des banquiers. Pour certains, les banquiers se croient tout permis. Évasion fiscale, rémunération des dirigeants, prêts toxiques. Alors, ça les énerve.
Depuis 2015, des militants d'extrême gauche organisent régulièrement des interventions dans les banques. Objectif, faucher des chaises pour dénoncer les mauvaises pratiques. Parmi eux, des militants d'Attac, nous les retrouvons dans leurs locaux parisiens. Bonjour Quentin, je viens vous voler des chaises. Ah non, c'est nous qui réquisitionnons les chaises d'habitude. Vous allez me raconter, vous, avec des images, comment est né ce mouvement de faucheurs de chaises, c'est ça? Ça marche. Alors ça a commencé là, HSBC à Bayonne, à l'époque des Swiss Leaks, en février 2015, après les révélations sur l'évasion fiscale massive menée par la HSBC pour le compte de ses clients. Et alors vous, à Attac, ça vous branche à ce moment-là et vous vous dites on continue? Voilà, on vient de publier le livre noir des banques à cette époque-là, et on trouve que c'est un mode d'action qui est à la fois pertinent et puis qui est facilement réplicable. Réplicable et pas hors la loi, c'est ça la question aussi, non? Si, juridiquement, c'est du vol en réunion, mais en même temps, il y a la question de la légitimité de cet acte. Parce qu'il y a eu un jugement à Dax, il n'y a pas très longtemps, où en fait la personne a été relaxée. Voilà, elle a été relaxée. Le terme juridique qu'ils ont utilisé pour qualifier son geste, c'est celui d'emport. C'est-à-dire comme emporter, quoi. Comme emporter. Ce qui n'est pas volé. Ce qui ne serait pas volé dans ce cas. D'accord. Vous faites quoi des chaises? Alors les chaises, elles avaient été du coup conservées jusqu'à la COP21 donc pour mener le sommet des 196 chaises qui entendait parler un peu de la question de l'évasion fiscale et du financement de la transition énergétique. Et après le sommet, elles ont été remises à la justice, donc en février 2016. On les a déposées sur le pont devant le palais de justice de Paris. Mais sur quoi vous êtes assis là? Faites voir. Ah non, c'est pas trop le style de Faites voir. Non, elles sont plus confortables chez eux. Bon, d'accord. Je vais voir un autre militant d'Attac qui, lui, a fait le livre noir des banques. Hein, c'est ça? C'est de l'autre côté? C'est de l'autre côté. Ok, merci. Qu'est-ce que vous avez à reprocher aux banques, à Attac? Attac, on n'est pas contre les banques. On ne dit pas qu'il faut plus de banques. Il faut que les banques retrouvent leur activité ou leur mission d'origine, qui est de financer l'économie. Alors qu'aujourd'hui, les banques ne sont pas au service de l'économie. Elles sont principalement au service des actionnaires. Souvent au détriment de l'économie, au détriment des entreprises, au détriment des gens, au détriment de l'environnement. D'accord, je comprends ça. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. À bientôt. Merci. On va maintenant en Italie pour voir comment l'État négocie avec l'Europe pour tenter de sauver la plus vieille banque du monde. C'est une enquête de Lise Thomas-Richard. À Sienne, le choc est immense pour les habitants. Leur banque, la Monte dei Paschi, est au bord de la faillite. Créée en 1472, la plus ancienne banque au monde n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sa valeur a chuté de 90% en un an. Des milliers d'épargnants sont potentiellement ruinés. Parmi eux, Lucia Cioni. Cette veuve a placé ses économies à la banque en 2008. Sur les conseils de son banquier, elle achète 30 000 € d'obligations. À l'époque, elle est persuadée que c'est un placement sans risque. On m'a toujours dit que le capital était en sécurité, sauf en cas de catastrophe mondiale. Pour moi, la Monte dei Paschi était en très bonne santé. Il y a 6 mois, Lucia a découvert que son placement était en réalité toxique. Si la banque de Sienne fait faillite, elle pourrait tout perdre. Comme elle, 40 000 autres épargnants auraient été trompés. Pour son avocate, le dossier est explosif. Rien que le nom de la banque était une garantie. Monte dei Paschi était comme une grande maman qui, a priori, n'aurait jamais pu trahir personne. C'est pour ça que les gens signaient n'importe quoi. Ils lui faisaient une entière confiance. Qui doit payer pour une banque privée en faillite? L'État, les épargnants ou les actionnaires? Depuis janvier 2016, l'Europe interdit à ses pays membres de renflouer leurs banques. Une règle que le gouvernement italien conteste. Pourquoi a-t-il entamé un bras de fer avec l'Union européenne pour sauver la Monte dei Paschi? La débâcle de cette banque aurait-elle pu être évitée? Pour sa chère ville de Sienne, la Monte dei Paschi a dépensé sans compter ces 10 dernières années. 287 millions d'euros pour la restauration de bâtiments, des centaines d'autres pour des clubs sportifs, et surtout des prêts accordés à la légère à des centaines d'entreprises proches du pouvoir local. C'est ce que dénonce ce blogueur, spécialiste de la corruption en Toscane.
La banque a été administrée en pensant sans cesse aux intérêts politiques. Ça a eu pour conséquence des crédits trop faciles pour certains, comme on l'a vu ensuite. C'est la politique, comme on a pu le voir avec d'autres banques en Italie, qui a amené la Monte dei Paschi à sa ruine. En 2007, Monte dei Paschi va commettre une autre erreur qui lui sera fatale. L'achat d'une banque rivale, Anton Veneta, presque 10 milliards d'euros, 2 fois trop cher. L'opération plombe définitivement ses finances. Pour maquiller les comptes, les dirigeants se lancent alors dans des montages financiers douteux, à base de produits dérivés risqués. Un scandale révélé par le journaliste Marco Lillo. Il y a 2 péchés originels, les produits dérivés et l'achat d'Anton Veneta. Pour cacher les pertes de ces 2 opérations, la banque va se lancer dans une autre opération frauduleuse qui va lui causer encore plus de dommages. C'est comme un enfant qui, pour cacher à ses parents qu'il a fait une petite bêtise, brûle la maison tout entière. C'est ce qui s'est passé avec Monte dei Paschi. Les anciens dirigeants ont été condamnés par la justice italienne. Mais qui doit désormais renflouer la banque ? Depuis le 1er janvier 2016, l'Europe a décidé que ce n'était plus aux États de payer, mais aux actionnaires de la banque, aux créanciers, ainsi qu'aux déposants détenant plus de 100 000 euros. C'est ce qu'on appelle la règle du bail-in, le renflouement interne. Fin 2015, l'État avait choisi de ne pas renflouer 4 banques italiennes en faillite, provoquant la colère de nombreux épargnants. Notre épargne est garantie par la Constitution. Pourquoi cela n'a pas été respecté? C'est à eux de surveiller les banques. En 2016, pour le gouvernement Renzi, il est impossible de répéter un tel scénario. D'autant que dans le cas de la Monte dei Paschi, une grande partie des créanciers sont de petits épargnants, à qui la banque a vendu indûment sa propre dette. L'application de la règle européenne en ruinerait donc des milliers. L'Italie va alors négocier pendant des mois avec les institutions européennes pour avoir le droit de sauver la banque. Pier Paolo Baretta a été l'un de ces négociateurs. Selon lui, une faillite de Monte dei Paschi aurait entraîné le pays dans une de ses pires crises financières. Monte dei Paschi di Siena n'est pas une banque locale, mais une banque très importante en Italie et en Europe. Et une crise systémique aurait causé des conséquences très graves, ce qui explique notre décision de la soutenir par une intervention publique. Cette intervention ne va pas soutenir qu'une banque, mais tout le secteur bancaire qui est en péril. Une telle crise aurait-elle pu être évitée ? La Banque centrale européenne, dirigée par l'Italien Mario Draghi, a-t-elle vraiment joué le rôle de gendarme financier qui lui incombe? Pas vraiment, selon les actionnaires de Monte dei Paschi. Pour leur avocat, la BCE aurait agi beaucoup trop tardivement. Le chef de la Banque d'Italie était Draghi. Ensuite, en 2007, il est devenu chef de la BCE. C'est lui qui a signé l'autorisation de l'achat de la banque Anton Veneta par Monte dei Paschi. Donc, quand il est arrivé à la BCE, il était déjà au courant de tout. Il savait que ça allait être une tragédie, que la banque avait prêté 50 milliards à des gens qui n'allaient jamais pouvoir rembourser. La BCE aurait dû intervenir beaucoup plus fermement et tout bloquer. La BCE aurait dû forcer la Monte dei Paschi à se débarrasser de ses créances douteuses. Selon cet économiste, la crise de la banque italienne révélerait les limites des nouvelles règles européennes. Je crois que l'union bancaire, comme finalement l'ensemble des réformes qui ont été menées à partir de la crise bancaire et financière enclenchée en 2007-2008, ça va dans le bon sens, mais ça ne va pas jusqu'au bout, ça ne va pas assez loin. Ça signifie, si vous voulez, qu'on n'a pas élevé les digues bien haut pour faire face à une éventuelle prochaine crise bancaire et financière, et on ne les élèvera pas plus haut. En décembre 2016, le gouvernement italien a arraché un compromis à la BCE. Débloquer 20 milliards d'euros d'aide publique, à condition de restructurer l'intégralité de son secteur bancaire, miné par les créances douteuses. La note finale sera donc encore pour le contribuable italien. La Monte dei Paschi, elle, devra licencier des milliers de personnes sur ses 26 000 employés.
constate que malgré les mesures européennes, les banques continuent leurs mauvaises pratiques. Elles savent que les États vont les sauver. Pour mieux comprendre, j'ai rendez-vous avec une spécialiste des crises financières. Anne-Laure Delatte est économiste française, directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Anne-Laure Delatte, bonjour. Bonjour. On va parler crise, on va parler argent. Reviens en arrière en 2008. La crise des subprimes, les banques sont en grosse difficulté. Il y en a une qui s'est déclarée en faillite, c'est Lehman Brothers. On est le 15 septembre 2008. Tout le monde pense que l'État fédéral va la sauver et il décide de la laisser s'écrouler. Le gouvernement fédéral voulait faire un exemple. Est-ce que cet exemple a été suivi d'effet aujourd'hui ? Alors, il y a vraiment deux situations différentes entre la situation américaine et la situation européenne. Si on revient sur la situation américaine, il y avait un énorme débat. En 2008, faut-il sauver les banques ou pas ? On a sauvé Bear Stearns et on n'a pas sauvé Lehman Brothers. Bon, les raisons, c'était pour dire aux banques, attention, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, l'État ne sera pas toujours derrière vous. Le problème, c'est que c'est l'événement qui va déclencher la crise systémique en septembre 2008 parce que les investisseurs, à ce moment-là, réalisent qu'il n'y a plus de digue, qu'en fait, on est prêt à laisser tomber une banque qui était considérée comme un acteur systémique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est prêt, l'État est prêt à laisser tomber le système. C'est pour ça que ça fait une énorme panique sur les marchés financiers. L'année d'après, c'est la crise en Europe. Ce qui se passe, c'est que la Grèce s'effondre. En mai 2010, les investisseurs se disent qu'après la Grèce, il y aura probablement d'autres États et les investisseurs commencent à demander des primes de risque beaucoup plus importantes aux États. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles leur prêtent très cher. Ils prêtent aux États de plus en plus cher. Et ça détériore le bilan des banques. Ça les rend fragiles. Et donc là, la Commission européenne, à l'initiative des États, dit il faut arrêter ça, il faut créer un système. Alors on appelle ce système, c'est l'union bancaire. L'union bancaire, c'est à la fois un mécanisme de surveillance des banques et un mécanisme de résolution des crises. Est-ce que ça, c'est un bon système ? Est-ce que ça fonctionne ? L'union bancaire, le principal objectif, c'est justement de ne pas faire payer les contribuables. Et ça vient essentiellement d'une pression de la société civile qui est relayée par les Allemands, par Angela Merkel, qui dit, attendez, ils gagnent tout seuls, mais ils perdent de façon collective. C'est ça. Donc on essaye de mettre en place cette union bancaire. Aujourd'hui, les trois mécanismes, effectivement, c'est on a une banque centrale européenne, on a une seule banque centrale en Europe, elle devrait être le seul superviseur. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est un progrès quand même. Oui. Deuxième chose, on met en place plusieurs niveaux de protection avant qu'on soit obligé d'aller chercher l'argent des contribuables. D'accord. Ouais. La première couche de protection, c'est de demander aux actionnaires des banques et aux créanciers obligataires des banques de venir au secours de ces banques. Donc, au lieu que ça vienne de l'extérieur des contribuables, on veut que ça vienne de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que ça va discipliner un peu les gens. C'est-à-dire parce que les gens de l'intérieur vont dire « Attention, nous, on prend des risques. » Voilà. Exactement. La deuxième couche, c'est l'assurance dépôt. Pour les déposants qui ont plus de 100 000 euros à la banque, on pourra aller ponctionner une partie des dépôts pour capitaliser la banque. En réalité, il me semble que c'est assez artificiel parce que si vous avez 200 000 euros dans une banque, eh bien, prenez les 100 000 supplémentaires et allez les mettre dans une autre banque. Ça, c'est possible ? Oui. Bon, très bien, c'est une info, ça. En tout cas, il faut le faire peut-être avant. Il faut le faire avant que la crise arrive. Ouais. Et ensuite, on a un fonds de résolution bancaire qui est abondé par les banques elles-mêmes et qui doit servir à, encore une fois, pouvoir recapitaliser les banques. En théorie, tout va bien. D'accord. Le principe, c'est que ça marche s'il y a suffisamment d'argent, en réalité. Si vous pensez que les couches entre la banque et les contribuables vont permettre d'absorber le choc. Et aujourd'hui, a priori, pour certaines banques, ça n'est pas suffisant. Visiblement, cette union bancaire, elle ne fonctionne pas. La BCE est impuissante. Les banques continuent à faire leur système. Enfin, moi, je ne pense pas que l'union bancaire ne fonctionne pas. L'union bancaire ne fonctionne pas encore. Ce système de supervision, cette union bancaire, il existe aux États-Unis
Il faut comparer en permanence l'euro et le dollar, dans le sens où on a une construction fédérale. On met ensemble des monnaies comme les États américains l'ont fait en 1792. Sauf que eux, ça leur a pris 150 ans de faire cette construction. Nous, en réalité, ça fait donc 15 ans qu'on existe, et il faut qu'on mette en place des institutions que les Américains ont mis en 150 ans. Vous parlez du comportement des banques, des banquiers, de ceux qui sont dans le monde de la finance. Vous parlez de la culture de la négligence dans le monde des banques. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois que c'est vraiment important qu'on fasse la différence entre l'activité quotidienne des banques, qui est du crédit aux entreprises, de la gestion de vos dépôts, de votre épargne, et la deuxième activité qui est la banque d'investissement sur les marchés. Investissement et spéculation, en fait. En fait, la spéculation, ça fait partie du travail des banques, de l'activité des banques. Maintenant, ce qu'on appelle spéculation, ce qui peut être négatif, c'est quand les banquiers prennent des risques excessifs en sous-estimant les conséquences de ces risques, parce que ce n'est pas eux qui vont payer pour ces risques-là. C'est ça le problème, et c'est ça qu'il faut discipliner. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui en Europe. Ça n'a rien à voir. La crise européenne, c'est vraiment un problème dans l'activité de tous les jours de la banque. On a fait des mauvais choix, on est allé prêter à des entreprises qui ne peuvent pas rembourser, et aussi, on a prêté à des États, et ces États sont considérés très risqués par les investisseurs, c'est-à-dire Grèce, Irlande, Italie, Portugal et Espagne. D'accord. Est-ce que vous comprenez ces militants qu'on a rencontrés aujourd'hui d'attaque qui font du fauchage de chaises dans les agences bancaires? Qu'est-ce que vous pensez de leur action à eux? Ils font leur boulot, ils jouent leur rôle. D'accord. C'est quoi leur rôle alors? Leur rôle, c'est de mettre la pression sur un secteur bancaire qui a effectivement pris trop de risques à un moment, et aussi mettre la pression sur les parlementaires, sur les politiques, pour qu'eux-mêmes mettent la pression sur le secteur bancaire. Il y a plein de façons d'agir et il y a plein d'acteurs. Attaque n'est pas le seul. Vous avez des parlementaires européens qui mettent en permanence aussi la pression. Vous avez cette ONG qui s'appelle Finance Watch, qui met en permanence la pression. Et oui, il faut continuer à le faire. Anne-Laure Delatte, merci de nous avoir reçus ici. Vous voulez faire de la politique, vous, non? Non. Non, moi je suis très bien là où je suis. D'accord, ok, merci beaucoup à vous. Alors, vous l'avez compris, si vous avez moins de 100 000 € à la banque, vous ne risquez rien. Sauf si votre pays sort de la zone euro. Mais on n'en est pas là. Vox Pop, c'est terminé à la télévision, mais ça continue sur Internet. Je vous embrasse, les Européens et les Européennes. Et aujourd'hui, j'embrasse particulièrement les faucheurs de chaises. Ces militants qui, quelquefois, avec élégance et toujours avec non-violence, attirent notre attention sur les mauvaises pratiques des banques. À bientôt.